Bonjour à tous. Mon intervention s'intitulera Gauche-droite des catégories politiques inutilisables. Pour expliquer le titre, je reviendrai au livre que publia le philosophe marxiste italien Costanzo Preve en 1998, un livre qui s'intitulait, en italien, Destra e sinistra, la natura inservibile di due categorie tradizionali. Ce qui veut dire droite et gauche, la nature inutilisable de deux catégories traditionnelles. Ce livre, en fait, était une sorte de réponse au livre de Norberto Bobbio, paru en 1994, qui s'intitulait justement Destra et Sinistra, et Norberto Bobbio tentait de justifier le maintien de ces deux catégories comme des catégories pertinentes de la science politique. D'ailleurs, peu de temps après la publication de ce livre, Perry Anderson, qui était le rédacteur en chef de la revue The New Left Review, avait critiqué Bobbio en lui faisant remarquer que les étiquettes peuvent survivre bien après avoir perdu toute signification politique. À Rome, par exemple, les supporters des diverses équipes de course de chars avaient des couleurs distinctes. Les verts étaient soutenus par le peuple et l'aristocratie soutenait les bleus. Alors ensuite, ces divisions entre vert et bleu ont survécu à Byzance alors qu'elles y avaient perdu toute leur signification politique originaire. Donc les catégories dans lesquelles nous avons pris l'habitude de penser la politique depuis plus de 2 siècles doivent être réexaminées sérieusement, car pour penser, nous avons besoin de catégories, tout comme pour parler, nous avons besoin de noms, de verbes, d'adjectifs et d'autres termes grammaticaux. Et pour penser la politique, nous avons besoin de catégories politiques. Encore faut-il qu'elles soient utiles, c'est-à-dire qu'elles aident à clarifier nos propos. Or, à l'évidence, ce n'est plus le cas avec les mots droite et gauche. Pour commencer, je vais donc essayer de donner un rapide aperçu historique. Droite et gauche, on l'a souvent dit, renvoie à une géographie parlementaire qui date de la Révolution française de 1789. À droite se sont rangés les partisans du droit du veto royal et à gauche ses adversaires. Autrement dit, autorité à droite, liberté à gauche, pouvoir royal contre démocratie. C'est toute une scène qui se met en place. La droite était autoritaire et la gauche libérale, la droite défendait l'autel et le trône et la gauche était plutôt républicaine et même souvent libre-penseuse. Mais droite et gauche restaient d'accord sur une question essentielle, la défense de la propriété privée des moyens de production et la liberté du marché. C'était cela le plus important. Et c'est cela que nous ne devrions jamais oublier. Le mouvement ouvrier, lui, se situait dès ses premiers pas en dehors de cette division droite-gauche, qui ne concernait finalement que les classes dominantes. Et pour les premiers responsables du mouvement ouvrier, quelle que soit la forme de gouvernement, ce n'était toujours qu'une forme de domination de classe, de domination de la classe dominante. Autrement dit, ce que Marx et Engels appelaient le conseil d'administration des affaires communes de la bourgeoisie. Et pendant ce temps-là, en dépit de la proclamation de l'égalité des droits, ces droits restaient des droits abstraits. Et comme ironisait Anatole France, riches et pauvres ont également le droit de coucher sous les ponts. Encore faut-il nuancer. Les marxistes ont assez vite compris l'intérêt des formes démocratiques, parlementaires, pour faire avancer la cause du socialisme. Et les dernières élaborations de Marx et Engels envisageaient d'ailleurs la possibilité, au moins théorique, d'un passage pacifique au socialisme par la voie parlementaire. Quand Clémenceau présenta en 1880 son programme de transformation radicale de la République, Marx et Engels pensèrent que les socialistes français devaient le soutenir, car, je cite, « une république à la Clémenceau aurait été une grande avance pour le socialisme ». Alors, il faut préciser que, néanmoins, il n'était aucunement question pour Marx et Engels de prôner une sorte de bloc gouvernemental entre socialistes et radicaux. C'est en fait en France, avec l'affaire Dreyfus, que les choses changent. Après quelques hésitations,
les socialistes décident de rejoindre le camp des Dreyfusards. Alors, si les socialistes hésitent, c'est tout simplement parce qu'ils voyaient dans l'affaire Dreyfus un règlement de compte au sein de la classe dominante. Cependant, les socialistes, qui sont républicains dans leur grande majorité, vont finir par s'allier avec des radicaux, qui à l'époque se disent aussi radicaux socialistes, c'était l'intitulé de leur parti, bien qu'ils soient partisans de la propriété privée des moyens de production, néanmoins prêts à introduire de nombreux correctifs pour éviter que les antagonistes de classe ne déchirent le pays. Alors l'alliance est scellée en 1899, au tournant du siècle, et elle débouchera en 1902 sur le premier gouvernement auquel participent des socialistes indépendants. Ils n'engagent pas le parti dans son ensemble, comme Millerand. À ce gouvernement participe aussi le général Gallifet, un des massacreurs de la Commune de Paris. Alors voici l'acte de naissance de la gauche, un gouvernement qui va des communards à Gallifet. Et cet acte de naissance de la gauche réformiste va jouer un si grand rôle au cours du XXe siècle qu'il va imprégner nos catégories de pensée. C'est à cette époque, en effet, que commence à prendre forme la notion de discipline républicaine, c'est-à-dire l'idée que, face à la droite, les candidats de gauche devaient toujours faire bloc. Les radicaux étaient d'autant plus favorables à cette discipline qu'ils étaient le plus souvent les bénéficiaires. Et le bloc des gauches était, au fond, le bloc du cavalier radical et du cheval socialiste. Jusqu'à la fin des années 80, la division droite-gauche recoupait non seulement cette division politique, mais aussi partiellement une double division de classe. Classe laborieuse et bourgeoisie, bourgeoisie éclairée contre le capital financier et la réaction. On va retrouver des processus analogues dans à peu près tous les grands pays industriels, toutes les grandes nations capitalistes. Le Labour Party est créé en 1893 pour envoyer au Parlement une délégation des syndicats. Ramsay MacDonald deviendra le premier ministre britannique en 1924. La social-démocratie allemande, de son côté, travaillait dès avant 1914 par de fortes tendances réformistes, et elle se ralliera à l'Union sacrée dans la Première Guerre mondiale. Tout comme d'ailleurs, de son côté, la SFIO le fera. Ainsi, chacun dans ses tranchées, les camarades socialistes se sont entretués joyeusement pendant 4 ans. Bref, un peu partout, les mêmes processus sont à l'œuvre qui voient ce qu'on pourrait appeler un embourgeoisement des partis ouvriers et des alliances entre ces partis et la bourgeoisie progressiste. C'est cela qui va former la gauche. Alors, il y a des exceptions. Aux États-Unis, par exemple, les partis communistes et socialistes ne parviendront jamais à percer électoralement. En effet, le système politique des États-Unis est bien verrouillé par le pouvoir et fait en sorte que le pouvoir ne puisse pas échapper à l'un des deux grands partis. Et quand des menaces se font plus précises, la classe dominante des États-Unis n'hésite pas à utiliser de tous les moyens pour abattre socialistes, communistes par une répression impitoyable. Il suffit de rappeler par exemple la répression pendant la Première Guerre mondiale contre le dirigeant du Parti socialiste Eugène Debs. La gauche va donc être entièrement absorbée aux États-Unis par les démocrates qui unissent des vieux sudistes, pas spécialement de progrès, et des bourgeois progressistes qui trouvent utile de nouer des alliances avec les chefs syndicaux, à un moment où les syndicats sont en pleine ascension, et ici on rappellera la grande grève des Teamsters de 1934 et la formation d'un puissant syndicat d'industrie, le CIO, qui va prendre la place des vieux syndicats de métier. Alors, face aux menaces du mouvement ouvrier qui n'a cessé de se renforcer, une partie de la bourgeoisie est prête à lâcher du lest, et ceci d'autant plus qu'elle comprend que les réformes sociales peuvent être utiles au développement à long terme du mode de production capitaliste. Tant que le socle reste capitaliste, c'est-à-dire tant qu'on ne touche pas à l'essentiel, d'importantes lois sociales vont faire entrer des principes qu'on pourrait appeler socialistes au sein même de la société bourgeoise. Il y a un exemple assez connu, c'est celui des congés payés. C'est une grande conquête de la grève générale de juin 1936, et pourtant ces congés payés avaient été envisagés par le patronat bien avant, comme un moyen pour permettre, au moins une fois par an, de procéder aux travaux de révision et d'entretien des chaînes de montage.
On peut remonter aussi dans le temps, rappeler que Bismarck avait mis en place une protection sociale très large, à la fois comme moyen de couper l'herbe sous le pied des socialistes, contre qui il avait pris de nombreuses lois liberticides, mais aussi comme élément stabilisateur du capitalisme. Si je prends encore un autre exemple, le New Deal de Roosevelt avait pour fonction de sauver le mode de production capitaliste après la grande crise de 1929, tout en faisant des concessions très importantes au mouvement syndical. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? La première chose, c'est qu'il faut comprendre les conditions de possibilité de cette gauche du XXe siècle, qui était à la fois ouvrière et bourgeoise, socialiste et capitaliste. Alors j'y vois deux causes essentielles. Première cause, le développement du mode de production capitaliste peut utiliser les réformes sociales comme élément stabilisateur, anticyclique disent les économistes, et comme moyen d'ouvrir de nouveaux champs d'accumulation du capital. Par exemple, les loisirs se développent avec les congés payés, tout comme le marché de la santé se développe avec les assurances sociales. Deuxième cause, il s'agit aussi de faire face à la lutte de classe et aux menaces que le socialisme et le communisme font peser sur la domination capitaliste. Et les réformes apparaissent ainsi comme des sous-produits de mouvements sociaux potentiellement révolutionnaires. Alors ces deux causes-là, c'est ce qui se termine à la fin du XXe siècle, avec la fin de l'URSS, la fin du socialisme réellement existant et des partis communistes, la décomposition des partis sociodémocrates et la création de nouveaux magmas centristes comme le New Labour de Tony Blair, le Parti démocrate italien et d'autres encore. Une nouvelle phase du mode de production capitaliste s'ouvre, qu'on baptise néolibéralisme, mondialisation, etc., et dans laquelle il s'agit d'abord de rechercher les voies et les moyens d'un nouveau développement de l'accumulation du capital et de faire sauter toutes les barrières politiques et sociales qui pouvaient l'entraver. Dans cette nouvelle phase, il ne s'agit pas de supprimer l'État ou de mettre en œuvre les rêveries libertariennes américaines de l'État minimal. Il s'agit de détruire les nations comme cadre de l'action politique possible pour les peuples en général et pour la classe ouvrière en particulier, tout en prenant appui sur la puissance des États qui restaient seuls à même d'affronter les mouvements populaires, tout en dissimulant cette puissance derrière la prétendue gouvernance supranationale. Voilà le mécanisme qui se met en place à la fin du XXe siècle, au début du XXIe. Alors, loin de résister à ce cours nouveau du capital à l'échelle mondiale, la gauche, en toutes ses composantes, va très vite devenir un de ses moteurs essentiels. Du même coup, elle va se délester de sa composante populaire, ouvrière, pour devenir l'organisation politique de la petite bourgeoisie intellectuelle cosmopolite, de ce que Jean-Pierre Chevènement appelait les élites mondialisées. Alors comment tout cela a-t-il été possible? Il faut d'abord revenir sur ce qui a été le noyau de cette gauche, c'est-à-dire la social-démocratie, le grand parti ouvrier, que les partis communistes n'ont pu concurrencer qu'en devenant eux-mêmes des sortes de partis sociodémocrates, si on s'en tient par exemple au cas français et italien. Alors, dans mon livre « Le cauchemar de Marx », publié en 2009, j'avais donné une explication générale. Dans un chapitre intitulé « La social-démocratie ou le mythe du parti ouvrier », j'expliquais la réalité de la social-démocratie internationale est qu'elle ne fut jamais l'organisation du prolétariat en vue de l'abolition du salariat et du patronat, mais bien au contraire l'organisation de l'intégration de la classe des salariés au fonctionnement du mode de production capitaliste. Je poursuivais, loin de stimuler l'auto-organisation, l'activité autonome des ouvriers, elle fut surtout un instrument d'encadrement et de la protestation ouvrière. Insistons, elle est cela dès l'origine, même si les initiateurs de l'entreprise n'en étaient pas conscients et prononçaient lors des banquets et des meetings des discours révolutionnaires ronflants. Organisation ouvrière, la social-démocratie liait son destin au maintien d'une classe ouvrière forte et disciplinée, et donc, qu'on le veuille ou non, au maintien et au développement du mode de production capitaliste. Je crois que c'est très clair. L'évolution réformiste, c'est-à-dire
L'évolution vers la gauche de la social-démocratie est donc parfaitement compréhensible. Et je crois qu'il est inutile de parler de trahison comme l'ont fait les amis de Lénine et puis les trotskistes, par exemple. Deuxième point, je poursuis ma réflexion sur le conservatisme foncier de la social-démocratie. Et notamment dans le livre que je viens de citer, je disais déjà qu'on pouvait pressentir combien ce marxisme n'était que l'arôme spirituel qui enveloppait l'ascension d'une nouvelle élite bourgeoise ou petite bourgeoise, faisant valoir ses droits par ses capacités à déplacer les bataillons ouvriers comme une armée en campagne. Et c'est Rosa Luxembourg qui aperçut très tôt ce qu'était en fait cette social-démocratie allemande que Lénine prenait comme modèle à imiter. C'est aussi Georges Sorel, très lié à l'anarcho-syndicalisme français, théoricien de la grève générale et de la violence ouvrière, qui comprend d'emblée le caractère profondément conservateur de la social-démocratie et annonce la décomposition du marxisme, dans un ouvrage éponyme daté de 1908. Sorel s'en prend violemment aux disciples de Marx qui se sont surtout fait remarquer par de si nombreuses fantaisies, notamment Paul Lafargue. Alors évidemment, l'évocation du droit à la paresse parmi les fantaisies marxistes nous rappelle combien nombreux sont les penseurs marxistes qui se sont dévoués à la fabrication d'illusions rassurantes pour aider les ouvriers à accepter leur sort, selon les mêmes méthodes que les religions qui vendent de la vie éternelle bienheureuse en compensation des larmes qu'on verse dans ce monde d'ici-bas. Troisième point, pour comprendre un peu cette dynamique de la social-démocratie n'a jamais été révolutionnaire, mais non pas parce qu'elle n'était pas un parti ouvrier, ou parce qu'elle était devenue, comme le disaient les léninistes, un parti ouvrier bourgeois, ou un parti des lieutenants ouvriers de la classe bourgeoise, tout ça c'est les expressions des amis de Lénine et des trotskistes, mais précisément parce qu'elle était un pur parti ouvrier, un parti fondé d'abord sur la défense des conditions de vie de la classe ouvrière. Or, défendre la condition ouvrière, c'est défendre les conditions de la classe ouvrière dans la société capitaliste et rien d'autre. Et l'idée qu'un tel parti soit naturellement, en quelque sorte, le foyer d'un mouvement de transformation révolutionnaire de la société est une illusion. L'illusion constitutive, d'ailleurs, du marxisme réel, c'est-à-dire de ce marxisme orthodoxe qui a largement dominé la vie politique et intellectuelle pendant un siècle. Alors voilà ce qu'est la colonne vertébrale de la gauche classique. Alors, comment tout ça va s'effondrer à la fin du XXe siècle? Il y a d'abord la dynamique même de la social-démocratie. Un terme générique où je crois qu'il faut englober les syndicats, là où il n'existe pas de parti social-démocrate comme aux États-Unis. Les partis sociaux-démocrates, les partis de la Deuxième Internationale, dépendent de l'existence d'un État social, des libertés politiques de base et d'un minimum de droits ouvriers. Ce qui fait d'ailleurs qu'on ne peut pas les assimiler aux autres partis bourgeois ordinaires. Mais ils dépendent aussi de l'existence d'un capitalisme assez fort pour accepter ces conditions générales. Donc les raisons qui font que ces partis socialistes et sociaux-démocrates des partis ouvriers sont aussi celles qui expliquent pourquoi ils peuvent prendre fait et cause pour leur propre classe capitaliste, voire pour la classe du pays capitaliste dominant, comme c'est le cas des partis sociaux-démocrates européens, qui sont souvent bien plus américanophiles que les diverses classes capitalistes européennes. Autrement dit, ils défendent le capitalisme pour défendre leur rôle de défenseur de la classe ouvrière. Voilà ce qui explique la pénétration de l'européisme, par exemple, au cœur même de la social-démocratie. Ce n'est ni son social-patriotisme, ni son américanophilie, ni son appui à l'impérialisme et au colonialisme qui discrédite la social-démocratie comme parti ouvrier. Chaque parti socialiste défend ses ouvriers, sa classe ouvrière, celle qui l'encadre plus ou moins complètement face à la concurrence. Des meilleures conditions de vie et des avantages sociaux ne peuvent être négociés qu'avec un capitalisme assez puissant et assez riche pour les concéder. Et donc, la lutte de classe à l'intérieur d'une formation capitaliste nationale est conciliable avec le soutien des partis et syndicats ouvriers à leur capitalisme face aux autres capitalismes. Exactement comme les ouvriers d'une entreprise préfèrent toujours que leur entreprise soit en bonne santé face à la concurrence. Non seulement cette politique nationale est conciliable avec la lutte des classes,
Mais elle peut même en être une composante. Alors que Marx n'avait pas prévu que le développement du mouvement ouvrier suive cette voie. Et c'est un fait, pourtant, qui trouve une explication parfaitement marxienne, c'est-à-dire sans faire appel à la méchanceté ou à la bonté des individus et sans soupçonner des complots malveillants, mais en s'en tenant strictement au terrain de la dynamique des rapports sociaux et d'échanges. Alors une fois qu'on a compris ça, on comprend du même coup la suite des événements. Progressivement, la social-démocratie s'appuie de plus en plus uniquement sur les couches supérieures de la classe ouvrière, celles qui sont les mieux intégrées, et puis surtout sur les professions intellectuelles étatiques, et elle perd petit à petit tout lien avec la masse des ouvriers. Plus elle réussit socialement, c'est-à-dire plus il y a de mutuelles, de syndicats, d'élus dans toutes sortes de parlements, de commissions théodules, etc. Donc, plus elle réussit socialement, et plus la social-démocratie prépare de fait sa propre mort politique. Tout simplement parce qu'elle va se couper de sa base et de ce qui fait qu'elle existe comme telle. Alors, les mêmes processus sont en cours au sein des partis communistes, ça a été le cas du Parti communiste italien, ou au sein du PCF. Le PCF avait lié son sort à l'Union soviétique et il l'a suivi dans sa chute. Mais les choses étaient enclenchées bien avant 1989. Parti ouvrier par ses cadres et sa composition sociale, le PCF commence à devenir, au début des années 70, un parti des intellectuels. Ce sont eux qui prennent le pouvoir et entament le long déclin de ce parti. Le cas du PCI italien est un peu différent. Le PCI est un parti puissant qui gouverne de fait une partie de l'Italie, particulièrement dans les régions rouges, l'Émilie-Romagne, la Toscane. C'est une puissance économique par le biais des coopératives et du réseau bancaire. Et dans un pays où l'État est traditionnellement faible, le PCI est un facteur d'ordre. Mais comme en Union soviétique, la couche dirigeante va commencer à trouver les contraintes de l'adhésion formelle au communisme trop pesantes, comme les bureaucrates soviétiques, il arrive un moment où les bureaucrates staliniens italiens adoptent le mot d'ordre « prends l'oseille et tire-toi ». Ce qui explique que la décomposition du PCI va plus vite et plus loin que celle du PCF. Précisément parce qu'il était plus puissant, tout simplement. Dès 1991, au congrès de Bologne d'ailleurs, il s'autodissout pour devenir un parti social-démocrate, puis un parti bourgeois centriste, presque comme les autres. Peut-être pas tout à fait, mais... Si je m'en tiens au cas français, mais là encore il faudrait faire un état des lieux plus complet, au plan européen et au-delà, alors on va voir que non seulement la social-démocratie a accompagné l'évolution du mode de production capitaliste, mais qu'elle en a même été l'avant-garde. Qu'une fraction considérable de l'appareil du PS ait terminé sa course dans les bras de Macron, c'est parfaitement logique. Macron, d'un certain point de vue, était bien un homme de gauche, mais un homme de gauche conforme à ce qu'est devenu la gauche. Rappelons les faits. 1982. Le PS au pouvoir renonce officiellement à son programme socialiste pour préserver son européisme. Les dirigeants appellent ça parenthèse, mais cette parenthèse ne s'est jamais refermée, car elle est un changement complet de direction. Le PS va assumer les plans de restructuration industrielle qu'il avait combattus jadis. C'est la liquidation de la sidérurgie, un des gros bastions de la classe ouvrière. Le Premier ministre Fabius assume, on fait le sale boulot. Et avec Mitterrand, il se prononce pour la France qui gagne. C'est le lancement de ce qu'on a appelé le cauchemar des années 80. Il y a un livre de François Cusset qui porte ce titre, La décennie, le cauchemar des années 80. En 1989, après la réélection de Mitterrand, la gauche va faire adopter l'acte unique européen et elle organise la dérégulation du système bancaire. Donc il est faux et archi-faux de peindre la gauche comme enchaînée à l'Europe. Elle n'est pas enchaînée, elle est l'élément moteur. Elle anticipe sur les demandes allemandes, par exemple. C'est Mitterrand qui a inventé la clause des 3% de déficit pour le budget de l'État. Pas les Allemands qui nous l'ont imposé. Alors tout ça est couronné par le traité de Maastricht de 1992, qui voit le oui passer de justesse. Et là, nous avons un indice, et même plus qu'un indice. Les classes populaires ont voté non. Les départements socialistes,
la Nièvre, le Pas-de-Calais par exemple, ont voté non. Et ce référendum de Maastricht, même si le oui finit par l'emporter, par la coalition d'à peu près tous les partis politiques et tous les journaux, il l'emporte de justesse, et c'est la première grande fêlure qui se fait entre la base populaire des partis de gauche et ces partis eux-mêmes. Et cette fêlure devient rapidement une fracture. Autre date, 1991. Mitterrand et la gauche s'engagent derrière l'isthme américain dans la première guerre d'Irak. Ensuite, la gauche, revenue au pouvoir par inadvertance en 1997, participe à l'opération contre la Serbie et au bombardement dit humanitaire sur Belgrade. Elle est engagée jusqu'au cou dans la pulvérisation des Balkans et donne son appui plein et entier à l'organisation mafieuse kosovare, le Lučeka. En 2001, c'est encore la gauche qui part derrière Bush Jr. en Afghanistan. De même, elle appuiera, Mélenchon inclus, l'opération de Sarkozy contre la Libye en 2011. Et puis on aura la politique syrienne, menée par Hollande, avec le soutien à Al-Qaïda. C'est encore Fabius qui disait « Le front Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot. » Alors, inutile de refaire l'histoire du quinquennat de Hollande, qui est la mise sur orbite de Macron, et la première expérimentation de la politique de Macron avec la loi travail, qui vient de Hollande et de ses ministres de l'époque. Donc voilà ce qu'est la gauche aujourd'hui. Voilà. Un pur parti bourgeois, une avant-garde de la bourgeoisie. Alors certes, ce n'est pas la vieille bourgeoisie patrimoniale, catholique, nationaliste d'hier, c'est la fraction française de la classe capitaliste transnationale. Et ici, je renvoie aux excellentes analyses de Leslie Sklair sur cette classe capitaliste transnationale. La gauche est plus propre à accueillir les éléments les plus modernes de la classe bourgeoise, ceux qui sont liés au milieu des médias, du spectacle, de la culture marchandisée, de la high-tech. C'est aussi pourquoi la gauche est très accueillante à toutes les réformes sociétales, mariage homosexuel, action pro-trans, dénonciation des discriminations de tout genre, pourvu qu'on ne s'en prenne pas aux discriminations sociales. Dans un texte fameux, le club Terra Nova a proposé une théorisation de ce cours nouveau, délaisser les masses populaires irrémédiablement passées à droite, pour s'intéresser à ce que Mélenchon appelle le peuple urbanisé et les populations issues de l'immigration. Alors où en sommes-nous maintenant ? La gauche existe toujours, hein ? Il y a bien un clivage droite-gauche, mais c'est un clivage entre deux ailes du capital, ni plus ni moins. Et il n'est pas certain que la gauche du capital soit moins nocive que la droite. À certains égards, elle l'est même plus. Elle est à la pointe de la dislocation de toute communauté nationale et par la même occasion de toute possibilité d'une action de résistance de la classe ouvrière. Elle nourrit en même temps des réactions qui seront extrêmement violentes contre les folies de l'époque. À part les décérébrés demi-instruits des mouvements universitaires, les mâles blancs hétéros ne sont pas nécessairement disposés à se laisser déconstruire, comme on dit. Et les nations ne sont pas disposées à se laisser créoliser. Mélenchon peut raconter toutes les bêtises qu'il aime tant raconter, en prétendant que le plat le plus populaire en France est le couscous et que nous serions déjà créolisés sans le savoir. D'ailleurs, cette affirmation idiote est en outre factuellement fausse, l'expérience et les enquêtes le montrent abondamment. Le peuple sait intimement, d'expérience, que le seul lieu de redistribution, la seule protection sociale dont il dispose est celle qu'offre l'État-nation. Et c'est pour cette raison qu'il est massivement hostile à l'immigration, dans laquelle il voit un facteur de dissolution de la nation et de la protection sociale qui va avec. Et c'est pour cette raison qu'il a déserté la gauche et voté massivement, quand il vote, pour les partis de la droite dite populiste. En termes électoraux, le Rassemblement national de Marine Le Pen est bien devenu le premier parti ouvrier de France. En réalité, les classes dominées, privées de leur cadre politique traditionnel, instrumentalisent, comme elles le peuvent, ce qu'elles trouvent à leur portée, en pensant que ça peut faire bousculer le système. Je renvoie ici aux travaux stimulants de Christophe Guilluy, ou encore aux 2 derniers livres de Jérôme Sainte-Marie sur le bloc populaire. On a pu observer les mêmes basculements en Grande-Bretagne, où Boris Johnson
a fait s'effondrer le Red Wall travailliste, mais aussi en Italie avec l'éphémère gouvernement de Giallo Verde, unissant mouvement des 5 étoiles et la Lega de Salvini. On remarquera aussi que les tentatives de créer des mouvements contestataires populistes de gauche ont toutes tourné court. Dès lors que ces mouvements ont reculé devant l'obstacle d'une rupture radicale avec la gauche bourgeoise. Et c'est le cas de la France insoumise en France, de Podemos en Espagne ou du mouvement 5 étoiles en Italie. Alors, il est urgent de verser du vin nouveau dans des outres neuves et de réexaminer tout ça à la lumière d'évolution des classes sociales. Car c'est aux fondamentaux qu'il faut revenir. Comment, dans quel rapport, dans quelles conditions, les hommes produisent-ils leurs conditions matérielles d'existence, et donc produisent leur propre vie? Le chantier est immense. Il y a du savoir à produire. Alors que la recherche sociologique, malheureusement, est phagocytée par les gender studies, les post-colonial studies et autres calembrodènes de la même farine. Il est tout aussi nécessaire de balayer ce buonismo, ce bonisme bienveillant, qui n'est qu'un mauvais breuvage destiné à nous brouiller la vue. Merci.